Étant donné le peu de temps disponible, je me limiterai à traiter un seul point parmi ceux annoncés dans ce titre, un peu trop ambitieux. En hommage au thème du colloque, je présente ici un petit déchiffrement qui fait référence à des documents en écriture linéaire, au mieux pictographique. Ils proviennent des diverses fouilles sur le territoire du royaume d'Urartu qui a prospéré entre les 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'immense territoire occupé par l'État d'Urartu qui couvre aujourd'hui les terres montagneuses de l'Est de la Turquie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan iranien. Voici ici deux exemples de la phase classique de l'épigraphie monumentale urartienne, une stèle commémorative à gauche, commémorative de construction, et une inscription rupestre sur les conquêtes au nord, datant du roi, les deux datant du roi Minoua vers 800 avant Jésus-Christ. Ce détail appartient aux annales du roi Arghishti Ier sur la paroisse sud de Van Kalesi, siège de la capitale urartienne Tushpa, sur la rive est du lac de Van en Turquie orientale. Les Urartiens ne nous ont laissé presque aucune œuvre de sculpture, mais celle-ci et d'autres inscriptions avaient, outre celui d'exalter les entreprises royales, un but esthétique. Moïse de Corène, le grand historien arménien, disait qu'il avait l'impression qu'il paraît des signes incisés sur de la cire. Le 7e siècle a vu naître des œuvres illustres de l'architecture rupestre et de la sculpture épigraphique sous le règne de Rusa II, qui édifia 5 villes forteresses dans toutes les provinces de l'Empire. Mais le règne de Rusa II avait une autre caractéristique très importante. Dans les entrepôts de ces villes apparaissent aussi des documents autres que monumentaux, des petits textes sur argile, des tablettes contenant des ordres royaux aux fonctionnaires, par exemple, et voilà. Et des bulles au contenu varié. C'est incroyable à dire, mais à l'époque où toutes les régions et les États du Moyen-Orient écrivaient principalement sur des tablettes d'argile, dans les villes du royaume d'Urartu, de tels documents sont complètement absents avant le deuxième quart du 7e siècle. Peut-être on peut exprimer l'hypothèse qu'au 9e et 8e siècle, à côté de l'inscription monumentale sur roche et sur pierre, il y avait peut-être une documentation mineure, mais aussi importante sur bois. Mais c'est une hypothèse, on n'a rien trouvé. C'est encore ce constat de l'absence dans les 9e et 8e siècles d'écriture sur argile, un constat que j'ai fait petit à petit et qui m'a été confirmé par les résultats des fouilles des dernières décennies. À ce jour, peu de tablettes d'argile ont été découvertes en Urartu, mais de nombreuses bulles au contenu varié ont émergé de presque toutes les fouilles des sites du 7e siècle. Pour certaines de ces bulles, le texte est difficile à comprendre. D'autres sont succinctes et indiquent des quantités de liquide exprimées dans les 3 unités de mesure identifiées, qui s'appellent akarki, tiroussi et lish, ça c'est 2 grammes. La valeur absolue de ces unités a été calculée de la façon suivante. Un akarki de 175 litres, un tiroussi c'est un 10e, et un lish c'est le 20e de la deuxième mesure. Les 275 litres, je ne vous le montre pas, mais ça correspond à des pitos gigantesques, hautes de 2 mètres, qui en grand nombre ont été trouvés enfouis dans les dépôts des villes du 7e siècle. Une catégorie particulière présente particulièrement
et principalement dans le site de Ayanis, qui est une colline près de la rive est du lac de Vannes, à nord de la ville de Vannes, contient des indications de capacité et a été trouvé dans un entrepôt de pitoy et faisait clairement référence à leur contenu. Les mêmes types d'inscriptions se trouvent, comme vous voyez ici, depuis ça c'est un fragment, sur la surface extérieure des pitoy. Ils avaient été incisés après les avoir remplis. Le cas particulier d'Ayanis est la présence simultanée des bulles cunéiformes et des bulles dites hiéroglyphiques, mais en vérité, c'est des indications linéaires ou pictographiques. De la comparaison entre ces deux séries, j'ai pu déterminer la signification, donc la valeur de ces pictogrammes. L'inscription est apposée sur la face latérale, vous voyez en bas les bulles cunéiforme sur la surface latérale des bulles, de sorte que le texte cunéiforme se lit en horizontalement. Tandis que les écritures pictographiques, vous voyez en haut, se lisent verticalement. Dans les deux diapositives suivantes, ça c'est les copies des exemples, dans les deux diapositives suivantes, ça c'est la première des deux, je propose une vérification du déchiffrement sur d'autres supports, comme sur une base à libation reconstituée à partir de certains fragments. Ça, c'est le fragment inscrit, mais il y en a d'autres qui ont permis la reconstruction physique, archéologique, à confirmer, grosso modo, l'exactitude du calcul basé sur les unités ici incisées. Là, ici, on peut voir de droite à gauche les signes qui correspondent, ce vase, cette silhouette de vase qui correspond à la deuxième unité de mesure, que j'appelle Tirusi 7. Et puis, nous avons un Tirusi, une moitié, c'est-à-dire cette espèce de virgule à côté du vase. Le deuxième vase, selon moi, signifie la moitié. Les points, une moitié de Tirusi. Et puis 5 avec la coupelle, 5 unités de la troisième type, liche. Ici, on voit la même chose sur des dessins de la fouille en haut dans la diapositive. Je l'ai écrit 5 Akarki et 8 Tirusi. On distingue les deux unités de mesure ou de capacité par la forme stylisée du vase. Le premier est ouvert et c'est le plus grand à droite. Et le deuxième est fermé et c'est la deuxième unité, c'est un dixième de la première. À gauche de ça, en haut à gauche, on a donc une lecture que je propose ici, 2 Akarki, 3 Tirusi et un demi-Tirusi. Ici, la moitié, un demi, on peut presque le lire, on le comprend, mais on peut presque faire une espèce de lecture, grosso modo. Une moitié de Tirusi et puis 3 de la dernière unité de mesure qui s'appelle selon cet idéogramme liche, mais on ne connaît pas la lecture phonétique en langue urartaine. Dans ce dernier site, bon, en plus il y a aussi, non, ça c'est, donc ici, une grande quantité de pitoy avec des indications synthétiques en cunéiforme ou en pictogramme ont été trouvées dans les fouilles et dans les entrepôts de Karmiblour en Arménie, qui fut la plus ancienne fouille scientifique en Urartu, et de Bastam, en Iran
dans l'Azerbaïdjan iranien. Par contre, à Kayalidere, vous voyez ici, la fouille anglaise de 1964, qui n'a pas eu de suite malheureusement, dirigée par Charles Burney, n'a fourni aucun document cunéiforme, mais plutôt ce type d'indications pictographiques qui, sur l'épiteuil. Et donc, vous voyez que les chiffres des principales unités de mesure sont ici reconnaissables, même si dans une version ou forme un peu, une variante graphique. En publiant les textes d'Ayanis, j'avais attribué l'ensemble des écritures linéaires ou pictographiques à des ouvriers d'entrepôts analphabètes qui travaillaient aux côtés des personnes connaissant bien l'écriture cunéiforme et la langue urartaine. On peut le voir naturellement d'après les textes les plus longs. Maintenant, je me pose la question, qui étaient vraiment les auteurs de ces courtes inscriptions linéaires ou pictographiques qui étaient employées dans les cités, dans les villes urartaines, avec plusieurs variantes? S'agissait-il d'individus qui n'avaient pas étudié les belles lettres, entre guillemets, et qui ne savaient pas écrire précisément des analphabètes? Ou bien peut-on penser qu'ils étaient simplement des étrangers qui ne connaissaient pas la langue et l'écriture de l'État urartain? L'État urartain était devenu un empire qui s'étendait territorialement et s'enrichissait des groupes de populations sédentaires assujettis, voire déportés des pays lointains. Selon la position géographique et les circonstances historiques, on pense aux provinces occupées qui ont gardé les populations locales mêlées aux nouveaux colons ou aux fonctionnaires urartains. Les centres d'irrigation de l'ethnie urartaine étaient naturellement la région des Van, en Turquie orientale, mais on retrouve les inscriptions officielles sur roches ou sur des bâtiments dans les 4 parties de l'Empire. Tous les rapports de conquête militaire des textes urartains évoquent des déportations de personnes, hommes et femmes, toujours dans les grands textes gravés que je vous montre ici sur la façade du temple d'Ayanis. La partie droite de ce temps, très bien conservée. Rouza, fils d'Arghishti, deuxième quart du 7e siècle, nous dit « J'ai déporté des hommes et des femmes des pays étrangers suivants, de Assur, de Tabal, de Kainar ou de Hate, un pays hittite, de Mushki et de Silukuni, et j'en ai fait des hommes, c'est-à-dire des ouvriers, pour cette forteresse et pour les colonies extérieures, c'est-à-dire les habitats en dehors de la forteresse. Si nous nous déplaçons loin, à l'ouest, en bordure de l'expansion urartaine, le site d'Altentepe peut nous apporter une réponse. Sur ces sites également, les textes urartains en cunéiforme sont absents. Pourtant, la ville a absolument toutes les caractéristiques des cités urartaines. Vous voyez ici les temples typiques, carrés, avec 4 contreforts. Mais il n'y a pas d'inscription cunéiforme. Dans ce cas, les inscriptions de capacité existent dans les entrepôts, sont écrites dans les hiéroglyphes louviens, l'écriture des principautés néo-hittites de l'Est de l'Anatolie. Il semble évident que les auteurs de ces écrits étaient des citoyens, soit déportés, soit appartenant à une minorité linguistique frontalière, cette fois-ci cultivée. Disons que c'était un peu l'Alsace ou les Südtirol d'Urartu. J'exprime enfin une hypothèse. Environ un siècle et demi, 130 ans après cette documentation du 7e siècle, quand le royaume d'Urartu a été effacé par l'invasion des nomades du Nord, notamment les Scythes, et que tout son territoire faisait partie de l'immense empire achéménide, ainsi que toute l'Asie antérieure,
l'inscription trilingue de Darius Abisutul nous certifie cette identité entre l'Urartu, dans la forme babylonienne de Urartu, et Armina, c'est-à-dire l'Arménie. Peut-être une partie des anciens analphabètes étrangers qui travaillaient en tant qu'immigrés dans les villes urartaines étaient-ils déjà des Arméniens? Merci.